préparation des semis de maïs. Donc là je vais regarder la profondeur. Oh ben, c'était trop beau, les bienfaits du GPS hier. On avait des conduites qui avaient des trous. Adieu cette équipe. Aujourd'hui on est le lundi 28 avril et on est à la préparation des semis de maïs. Maxime derrière moi, on va crocher le char pour laisser la place pour crocher la charrue, le semoir, le rouleau. Aujourd'hui l'objectif il est de se mettre en route au semis de maïs. La charrue on l'accroche mais elle va pas être passée je pense avant demain. Les labours seront faits sur les surfaces où on a épandu, pas semé mais épandu le fumier la semaine passée que vous avez pu voir en vidéo. La charrue c'est une 5 corps Grégoire Besson et l'objectif principal de la journée c'est vraiment la mise en route au maïs. On a un semoir 4 rangs à corps. Vous allez le voir tout ça au champ, ne vous inquiétez pas, là pour l'instant on est en train de tout crocher. Je vous expliquerai au niveau des maïs ce qu'on choisit, pourquoi plus tard. Pour l'instant, on croche toutes les machines et on est parti ensemble dans le travail qui nous attend. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Comme vous l'avez vu, avec Maxime, on a accroché la charrue, mais on n'a pas branché les prises. Vu qu'on ne fait pas de mise en route de labour, c'est juste pour déplacer la machine aujourd'hui. Mais demain, suivant comment, on va pouvoir labourer, comme je le disais, les terres où on a épandu le fumier. Pendant que j'y suis, là c'est notre hangar à machine. On a un peu plein de choses, pirouette, endaineur, petit endaineur, semoir. Vous l'avez vu, on a aussi profité, on a réglé les bras de relevage. Donc c'est hyper important, c'est que les bras soient à la même hauteur de façon à pouvoir être sûr que notre machine soit plate. Donc ça, c'est un réglage qu'on fait pour toutes les machines qui seront portées. On va faire la même chose pour la herse et le semoir. L'aplomb est important surtout, pourquoi? Parce que sinon on aura un travail qui ne sera pas régulier. Autant au labour on verra une différence au niveau du retournement de la terre. Si le réglage déjà des bras n'est pas droit, on n'arrivera jamais à régler la charrue derrière de façon à avoir justement ce beau labour régulier comme on peut voir dans les campagnes. Là on va être obligé de déplacer surtout le rouleau avec le télescopique. On n'arrivera pas à le sortir parce que surtout on l'a rentré dans le bâtiment avec le télescopique. Maxime est parti avec la charrue à la maison, comme ça il peut faire l'échange, prendre le télescopique, on déplace le matériel, comme ça aussi on fait pas de briques. Pendant que j'attends Maxime, je vais vous expliquer, nous notre ensemble pour le maïs, on a une Erskine, une EL 282. On l'a changé, je veux pas dire de bêtises, mais je crois il y a 2 saisons. Elle fait vraiment un super travail, très robuste. Et nous, on travaille pas en rotative, on travaille horizontalement. Je sais pas si c'est le modèle ou c'était la technique, c'était Ro qui faisait ça. En tout cas, nous, on a toujours eu des Ers Ro avant la Kuhn, où justement on appelait ça un rototiller. Donc ça ressemble à ça. Voilà.
Elle paraît en plus toute neuve parce que j'ai changé les dents cet automne. Et pour suivre derrière la herse en combiné de semis, ça c'est notre semoir à céréales, donc c'est pas que celui-là qu'on va semer le maïs. Hein. On a un semoir Accor pneumatique. Il a déjà quelques années, mais on tâche de bien l'entretenir parce que c'est vraiment un super semoir, hyper simple d'utilisation. Voilà le semoir Accor, 4 ans, espacé de 75 cm. Comme je le disais, il a déjà quelques années, mais c'est un super semoir, il fait un super taf. On voit pas pourquoi on devrait le changer. De notre côté, les semis de maïs, on les sème généralement toujours soit depuis ou après le 25 avril. Donc c'est déjà depuis des décennies, mon grand-père le disait, mon père le dit. Et je suis assez d'avis de ne pas le semer trop tôt pour éviter encore les températures froides. Le maïs a besoin d'un sol réchauffé et n'aime pas forcément les gelées tardives. Donc en semant tard, on favorise une température de sol idéale, on diminue les risques dus au gel tardif, on n'est pas à l'abri, hein, ça diminue grandement et surtout vu que c'est un maïs destiné à l'ensilage, le degré de précocité n'est pas très élevé chez nous. Sans dire de bêtises, je crois le plus élevé est peut-être autour des 300. L'avantage d'avoir un maïs assez précoce est que l'on peut le récolter assez tôt. Septembre, généralement nos ensilages sont faits, voire bien avancés. Donc là je parle surtout pour la plante entière, hein. L'épice est différente, on attend que le grain sèche plus. Mais pour la plante entière, on récolte généralement en septembre, ce qui est aussi un intérêt. Généralement, on profite encore des beaux temps comme l'été. Il y a moins de fortes pluies et d'humidité qui restent comme un mois d'octobre, si je puis dire. Donc l'avantage est surtout principalement de ce côté-là. On a aussi plus rapidement le fourrage rentré pour le bétail. Donc c'est un plus pour plein de choses. Et ça nous permet aussi de pouvoir derrière préparer tranquillement les terrains pour les semis de céréales. Donc voilà pourquoi on privilégie des précocités précoces, non tardives. Et voilà Maxime qui vient d'arriver. Le rouleau, la herse, le semoir, on a fini de les atteler. On va aller à la maison, mettre en route, faire les réglages pour la densité de semis. Généralement, on sème autour des, je ne vais pas dire de bêtises, 90 000, 95 000 graines hectares. Dans la vidéo précédente, je vous disais qu'on travaillait beaucoup avec des entreprises de travaux agricoles de la région. Alors concernant les semis, on les fait principalement nous-mêmes. On est équipé avec tous les semoirs, soit céréales, maïs, colza. On les réalise nous-mêmes aussi parce que c'est un travail que mon père il affectionne, il aime bien faire lui-même ses semis, gérer la mise en place. Donc c'est principalement lui aux commandes du tracteur à ce moment-là. Au niveau des labours, c'est également souvent son associé qui les réalise. Moi, mon père m'a déjà mis en route les années précédentes, surtout quand il fallait le remplacer, s'il fallait venir contrôler le bétail le soir, des choses comme ça. Peut-être que cette année j'en ferai plus, on verra. Mais voilà, comme ça vous avez un peu une idée de comment s'organisent les chantiers sur l'exploitation au niveau des semis. Mon père vient de finir les réglages du semoir au niveau de la profondeur de la herse, contrôler à combien étaient les graines. Il va également montrer à Maxime comment fonctionne le semoir pour qu'il puisse aussi le mettre en route cette année. Ça fait quand même un joli ensemble, moi j'aime bien. Le T7 210, la herse 103 mètres avec le semoir derrière, le rouleau devant. Ça fait un joli convoi. Alors c'est clair, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait retrouver je pense en France, même chez nous dans les plaines
où il y a beaucoup plus de céréales et tout. Mais pour notre surface, ça fait déjà pas mal. On peut facilement semer des hectares. Ça fait du joli travail. Donc là, je vais regarder la profondeur du semis avec l'interrang. Donc normalement, on devrait être bon, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, on voit, il y a une première graine, une deuxième juste ici. Je vais prendre sur 3 graines, voir si on a 2 fois les mêmes écarts. Normalement, oui, vu que la graine se dépose proportionnellement à l'avancement. Et une ici. Donc avec le réglage qu'on a, on devrait avoir 14 cm entre les graines. Donc théorique, hein. Là, on devrait avoir 14,4. On a 14,8. Là, on a 13. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. L'écartement est juste par rapport au réglage qu'on a fait. Donc pour vous dire, nous on sème à 94 000 graines hectares. Donc notre semoir, c'est un semoir pneumatique équipé derrière d'éléments qui se gèrent mécaniquement. Il n'y a pas d'électronique au niveau de la dépose de la graine. L'électronique est uniquement là pour nous signaler si le réservoir de graines est toujours plein ou est-ce qu'on arrive vide, d'éviter de devoir descendre, de se dire tous les 1 hectare je descends pour contrôler. Alors on peut le faire, mais là l'avantage est qu'on n'a pas besoin de se poser la question. Il est assez fiable, très peu de problèmes. On risque d'avoir des problèmes, c'est si le soc se bouche. On est aussi averti. Donc ça c'est top. Et concernant la technique de semis, donc chez nous, faut savoir, on pratique encore pas mal le labour. C'est un bon moyen pour lutter contre les mauvaises herbes, disons les adventices pour parler plus agronomiquement. Alors derrière le labour, nous on fait automatiquement un passage avec la herse. Tous nos semoirs sont des combinés de semis, donc ça veut dire que le semoir est directement relié à la herse. Ça permet de faire un seul passage lors de la préparation de sol et la dépose de la semence. Le gros avantage de la herse, ça permet vraiment de venir faire un super lit de semences. On voit la terre, je vous ai peut-être pas montré, je peux vous montrer. On est sur un labour qui a déjà bien 1 mois. Le temps qui est passé par là, on voit plus vraiment les marques de labour, si ce n'est encore des grosses mottes comme celle-ci. Le temps, en 1 mois, les pluies, le sec, le gel viennent fragmenter ces derniers blocs de labour. Là on peut voir déjà il y a des petits morceaux qui sont faits, ça vient avec le temps justement de ce travail de la météo. Et ensuite pour nous là aujourd'hui, ça c'est pas suffisant comme condition pour effectuer notre semis à nos yeux. Donc là je parle proprement à l'exploitation. Donc nous, le travail de la herse va consister à venir casser ces derniers blocs, émietter, mais pas de façon trop fine, la terre. Donc là on peut voir, je suis derrière le passage de la herse. Donc là je suis sur le premier passage, hein. Je pense peut-être mon père va encore faire un de réglage, je sais pas. Là on voit, on a encore 2-3 mottes complètes, mais on n'a plus ces gros morceaux comme on peut retrouver sur la partie gauche ici. Mais on voit que la terre elle est très noble. Et l'avantage de la herse, c'est aussi de remonter cette humidité qui est présente dans le fond du sol à 10-15 cm. Parce qu'on a vu sur la partie gauche que la terre qui avait été labourée il y a 1 mois ou plus, que celle-ci était déjà bien sèche en surface. Donc l'avantage de la herse, c'est de permettre de ramener de la fraîcheur pour que notre semence soit dans des conditions optimales de germination. Donc ça veut dire pour les bonnes conditions, un sol chaud, humide, pas trempé et une profondeur de semis idéale. Là, au niveau du semis, généralement, si on fait ces étapes, on n'aura pas de problème pour la levée ni la pousse de notre plante. La suite appartient à la météo et là-dessus, nous, on n'a plus vraiment notre mot à dire. Voilà, j'ai pris le relais un moment sur mon père pour venir semer les maïs. J'espère que les explications que j'ai pu vous donner en dehors sur le champ avant étaient suffisamment claires pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous procédez à la maison pour faire la mise en place des maïs. C'est très intéressant toujours de savoir comment ça se passe ailleurs. Comme je vous l'ai dit, ici, c'est ce que nous on fait, c'est propre à notre exploitation. Mais je sais qu'on ne pratique pas tous la même agriculture. Je ne sais pas si on voit, j'essaierai de vous montrer après dehors la différence entre la première partie que je vous ai montrée sur la première ligne et maintenant, mais on voit que la granulométrie de la terre est beaucoup plus grossière. La partie du bas est un poil plus humide qu'en haut, donc je pense que ça joue un rôle. On n'a pas changé les réglages,
mais on voit quand même cette différence quand on passe sur le semis derrière, c'est assez flagrant. Je vous explique quand même vite fait le boîtier qui est avec le semoir. Le semoir c'est un semoir Accor, mais le boîtier c'est un boîtier Kuhn. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le boîtier de l'Accor était, on va dire, était cassé et on peut utiliser les mêmes boîtiers que ceux des semoirs Kuhn. Donc c'est pour ça qu'on a celui-là. Donc là on voit il a 4 témoins pour les 4 éléments semeurs. Vu que nous on sème à 75, le témoin permet d'annoncer si il ne capte plus de graines tombées. Autant s'il y a un problème au niveau du pneumatique, également un problème au niveau d'un, je sais pas, un élément qui serait bloqué dans l'élément semeur. Enfin voilà. Il y a un capteur qui voit la graine passer et si celui-ci ne la voit pas passer, tout simplement le témoin du boîtier devient rouge. D'ailleurs en fin de champ, quand on lève le semoir, il bip toujours parce que justement il nous signale qu'il ne voit aucune graine dessus. Une des variétés qu'on utilise, donc qui sera utilisée sur ce champ aujourd'hui, s'appelle Crumber. Je crois que c'est la première année qu'on l'utilise. Justement, elle a un degré de précocité assez faible, donc plus rapidement à maturité quand on arrivera en fin de saison. Que je dise pas de bêtises, il y a 4 ou 5 stades de précocité. Nous en tout cas on parle de très précoce, précoce, mi-précoce, mi-tardif, qui sont quasiment la même catégorie, tardif, très tardif. Donc là on se situe vraiment dans les premières catégories de précocité. Je voulais vous montrer juste la terre vu que je sortais pour poser la caméra. Là on voit la granulométrie est beaucoup plus grande. On voit il y a encore des bonnes mottes. Donc pour la structure du sol c'est top parce qu'on voit l'incorporation elle se fait bien. Où il y a le semis qui a été fait c'est assez fin. Et où l'air se travaille entre deux, ça laisse encore des bonnes mottes, donc favorise à éviter l'érosion au niveau de l'eau. Ce tracteur, donc les deux T7 210 sur l'exploitation sont équipés du Trimble RTK. Donc précision au top, on est à 1 cm, 2 cm de précision. L'avantage c'est quoi? C'est tout simplement, visuellement c'est beau quoi. Non je déconne, c'est pas ça la principale raison qu'on mette un GPS sur un tracteur. Parce que si c'était juste pour ça, financièrement ça coûterait un peu cher pour du visuel. Non, c'est un confort. Le GPS au niveau de ce qui est concentration sur le semis, elle permet d'être concentré exclusivement sur ton élément semeur, la herse, comment est-ce que tout ça travaille. Alors que quand tu n'as pas le GPS, tu dois te concentrer à bien suivre ta ligne, à bien être à 75 d'interrang pour la ligne suivante, faire attention si tu as un traceur, faire attention, enfin t'as pas le droit de ne pas être concentré. Donc ça permet déjà niveau mental, niveau confort, fatigue, ça permet de faire plus facilement des grosses journées sans avoir une grosse fatigue à la fin. Alors certes la fatigue est quand même là, mais elle n'est pas autant que quand tu dois te concentrer principalement sur l'ensemble, là exclusivement sur le semis. Pour autant que le GPS capte toujours le signal. Ça on est bien d'accord. Mais deuxièmement, c'est vrai que esthétiquement c'est beau parce que ça fait beau droit. Nous je sais que les Suisses on est assez à bien aimer que les choses soient bien droites, pas que ça fasse des zigzags. Mais non c'est plaisant en plus, vraiment en cabine c'est bien confort, tu t'enclenches ça, tu peux te concentrer sur ton semis, non c'est vraiment top. Ensuite, au niveau de ce qui est vitesse d'avancement, tout dépend toujours de la terre qu'on a, si on est beaucoup secoué ou pas. Donc on fait vraiment plutôt attention à ce qui est confort cabine et sur comment on travaille les éléments, si ils restent bien au sol sans mouvement trop brusque. Mais autrement, on se situe généralement entre, je vais dire, 4,5 et 6,5, voire grand maximum 7 km/h. Comme ça, on garde le confort, les éléments semeurs sont bien plaqués au sol et on a quand même une certaine avance sur notre chantier. Il ne faut pas oublier non plus, en étant en combiné de semis,
il faut quand même laisser le temps à la herse de pouvoir effectuer son travail de mise en place du sol. Parce que si on est à rouler trop vite, elle n'aurait pas le temps d'effectuer cet émiettage qu'on cherche. Le travail ne serait pas fait comme il faut. Derrière, les éléments semeurs n'auraient pas une bonne incorporation dans le sol non plus. Et puis, tous viendraient à se mettre en mouvement, à sauter. Donc, il y aurait un confort qui serait également moindre pour le chauffeur, mais pour la globalité du chantier, voilà. Je pense que c'est pas là où on va gagner le plus de temps à rouler à 1-2 km/h de plus, surtout sur les surfaces que nous on travaille. De toute façon, on arrive vite en bout de champ, c'est pas des énormes surfaces propres à chaque champ, je veux dire. Un aller-retour se fait rapidement, je pense qu'on gagne plus de temps en ayant en bout de champ, on peut faire une rotation rapide, suivant avec le GPS de pouvoir revenir directement sur une ligne, se fixer à la ligne et repartir. Là, c'est vrai que le gain de temps il est plus grand. Mais de vouloir gagner du temps avec la vitesse, avec ce système de chantier, pour moi, c'est pas là qu'on fera la plus grande avance. On a eu quelques averses ces derniers jours de pluie, mais on voit quand même que c'était pas énorme. On voit que ça poussière. Tournons la caméra. Je sais pas si on voit, mais en tout cas ça poussière quand même pas mal. Malgré du coup ces quelques averses. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais là aujourd'hui la graine, la sème à environ 5 cm de profondeur, 4,5-5. Qu'elle se retrouve donc automatiquement dans un bon lit de semis avec un bon taux d'humidité. En plus cette semaine il va faire chaud, je crois, j'ai pas regardé la météo, mais pas d'averse. De toute façon on a bien fait, je pense que c'est pas plus mal. Voilà, c'est juste pour éclaircir le point de la profondeur. Je crois que j'en avais pas parlé avant quand je parlais de l'interrang qu'on avait, pardon, de l'interligne, non, de l'intergraine, voilà, que l'on avait quand j'étais dehors avant. Mais voilà, pour donner quelques explications. C'est vrai que c'est quand même beau quand tu vois le SMI, la zone pas SMI, c'est beau droit, franchement. J'aime bien ce côté un petit peu, les lignes droites, tout, enfin, tu vois cette avancée, tu vois ce que tu fais, c'est trop chouette. Moi j'aime bien cette période des SMI parce que justement, esthétiquement dans les campagnes c'est beau, on voit juste à côté, on a un champ de colza bien en fleurs, la terre qui se travaille, la terre qui se laboure, il y a des beaux contrastes, la végétation au niveau de tout ce qui est blé, même de l'herbe qui est pelle verte. Ah, il y a des magnifiques couleurs, le soleil qui est beau, des nuages au loin. Non, on a vraiment de la chance avec notre métier. Pour plein de choses, des fois c'est compliqué, mais de ce côté-là, les gens peuvent bien nous envier quand même un petit peu. On a le droit un petit peu d'être content de ce qu'on a. Puis pendant que le tracteur travaille à ma place, très clairement, hein. C'est ça qui est beau. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'y poste souvent des stories de ce que je fais la journée, quand on est dans les travaux des champs, si tout d'un coup je fais quelque chose avec le bétail. Je tâche de vous poster de temps en temps des stories, de temps en temps des publications aussi, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Plus on est de fous, plus on rit, même si je fais pas trop de blagues dessus, mais... J à la ferme, avec des tirets un petit peu partout, mais c'est plus facile, clique en description, ce sera plus simple pour toi. Et plus rapide. Je profite quand même de vous parler pendant que je suis dans le tracteur, c'est plus simple. Donc pourquoi est-ce qu'on met du maïs? Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, on a du bétail à la ferme, on a des taureaux à l'engraissement, on a aussi des moutons. Tout ce beau monde consomme du fourrage et donc le fourrage principal qu'on leur donne, c'est le maïs plante entière. Nous, on sème environ, je ne vais pas vous dire de bêtises, entre 20 et 25 hectares de maïs exclusivement destiné à l'ensilage que l'on réalise généralement au mois de septembre. Et sur notre exploitation, on ensile la plante entière, mais aussi on fait du maïs épié en ensilage. On ne le fait pas sur notre exploitation. On a des voisins avec qui on travaille qui sont intéressés à mettre du maïs
pour nous au lieu de le battre. Nous, ça nous fait un fourrage de plus qu'on peut produire près de notre ferme sans devoir l'acheter plus loin à l'extérieur. Et puis ça favorise. Ce que je trouve cool, c'est que ça a encore un lien entre agriculteurs où on a des échanges. Maintenant, avec tout ce qu'on a de plus facile avec les grosses machines et tout, on a diminué un peu ces rapports entre agriculteurs, mais bah voilà, on les retrouve à ce niveau-là où on travaille peut-être moins ensemble dans les champs. De l'autre côté, on aime bien travailler avec les agriculteurs qui nous entourent et puis ça permet de maintenir ce rapport entre agriculteurs, qui est, je pense, assez important, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui dans l'agriculture et même partout. Les liens sociaux sont toujours super importants. On avait beau ramasser les cailloux dans la dernière vidéo, c'est toujours pas fini. Hein. Ça va, c'est moins pénible qu'une journée complète de cailloux. Je viens de vous montrer, j'arrive au bout du champ, je suis en train de réaliser les chantres, donc les fourrières de mon champ. J'arrive donc au bout du premier champ de maïs semé pour l'année 2025. La suite pour la soirée, c'est mon père qui va prendre le relais. J'ai plus qu'à finir mon champ, là je vais juste ramasser les semences que j'ai laissées préalablement pour éviter d'être à court et de devoir retourner à la maison. Mon père va commencer un autre champ. Pour ma part, j'en aurais fini. Aujourd'hui, pour la mise en route, j'aurais pas eu le temps de vous filmer avec le drone. Je tâche de vous faire les images demain. Je n'ai plus qu'à vous dire à demain. Aujourd'hui, mardi 29 avril, on est reparti dans les semis de maïs. Pour ma part, je suis avec le semoir. Mon collègue est parti labourer les champs sur lesquels on avait ramassé les balles d'ensilage de sec fourragé et où on a épandu le fumier. Comme ça, ceux-ci vont pouvoir blanchir avant de venir semer le maïs. Je vais pas vous refaire beaucoup d'explications de comment est-ce qu'on procède. Aujourd'hui, c'est plaisir. Donc, je sors le drone pour faire des belles images. En plus, il y a un beau soleil. Donc conditions parfaites, pas de vent en plus, magnifique. Bon ben, j'ai peut-être trop voté les bienfaits du GPS hier. Aujourd'hui j'ai zéro signal, je peux pas l'utiliser. On sème comme à l'époque, à l'œil. Nous en plus on n'a pas de traceur, donc on se repère vraiment avec le disque de l'AS. On a trouvé le problème pour le GPS, c'était simplement un souci de carte SIM. On n'avait donc pas de connexion internet. J'ai barré au souci en partageant la connexion directement depuis mon téléphone. Maintenant c'est bon. Direct après je vous mettrai des vues de drone, ne vous inquiétez pas. Champ finito, ça fait du bien quand ça. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Là maintenant je rentre manger, comme ça on peut faire le changement de chauffeur. Et comme ça on est parti encore pour cet après-midi au semis de maïs. Voilà, je viens de finir de manger. Pour ma part, cet après-midi, je vais aller récupérer notre broyeur afin de broyer les tours de champ et également une surface où il y a beaucoup de matière qui a repoussé avant le labour afin d'éviter que les plantes ne bourrent entre les socs de la charrue. On préfère vite donner un coup puisque le broyeur est attelé. Je vous filme tout ça et on est parti dans cette belle après-midi. Mais regardez-moi ce temps magnifique, grand soleil.
fais vite un petit stop à la maison pour faire le plein. J'ai oublié de le faire avant de partir. Bon, ça va, je vais de toute façon repasser dans la maison. Ça me prend 5 minutes. On est horizontal. Voilà, merci les couteaux. On est horizontal, c'est nickel. Pas trop en avant, pas trop en arrière. On va pouvoir faire du bon boulot. Voilà, on est dans le champ que je vous expliquais avant, où je devais aller broyer des repousses, que ce soit d'engrais verts, mais également d'adventices et de graminées. On l'a vu à l'image, et il y a beaucoup de repousses, donc il y a une forte charge au niveau matière organique sur le champ. C'est ce que j'expliquais avant aussi, c'est que c'est pas idéal au niveau du labour si on a autant de matière. Nous on n'aime pas trop parce que justement ça se retourne mal, ça fait pas un labour propre à travailler derrière. C'est pour cette raison qu'on choisit de broyer cette matière qui a repoussé. Alors ici c'est également une parcelle qui va être dédiée au maïs 2025. La précédente culture sur cette parcelle était du colza en 2024. On a par la suite semé un engrais vert, des radis de terre pour ensuite préparer. Donc on y avait mis brouter les moutons, également déjà fait un passage de broyeur. Ensuite on avait fait un épandage de fumier, mais pas dans la vidéo précédente. C'est un épandage qu'on a fait au mois de mars. Et maintenant depuis ces différentes interventions, on a des repousses qui ont apparu dans le champ. C'est pour cette raison qu'on décide de broyer pour améliorer la qualité du travail au labour. Ok, 2-3 petites explications sur ce que je viens de vous montrer en image à l'instant. Donc là on est une semaine après tout ce que j'ai filmé sur le maïs. On est exactement le 8 mai. Qu'est-ce que c'est que ces images que je viens de vous montrer là? C'est tout simplement, on a décidé de refaire des bétons qui étaient arrivés à échéance sur l'exploitation. Donc boulot assez standard, démolition des bétons, cassage avec le montabert, enfin bref, vous avez compris. On allait recouler du nouveau béton. On a commencé en début de semaine, donc sans dire de bêtises, c'était lundi. Aujourd'hui, on est jeudi. Lundi, on commence à creuser. Je voulais filmer. En finalité, j'ai bien fait de pas filmer. Il faisait tellement moche, beaucoup de pluie. Ça n'aurait pas rendu bien en vidéo. En finalité, vous avez vu qu'il y a plus que du béton à faire. En gros, on avait plusieurs zones qui étaient de béton qui étaient descendues. Et en fait, il se trouve que sous les bétons, on avait des conduites qui avaient des trous. Donc les conduites, c'était des tuyaux d'eau, d'eau claire
qui alimentait les halles de l'exploitation. Donc ceci était percé, mais pas beaucoup. Donc ça fait plusieurs années, je pense qu'ils ont un peu des pertes. Ce qui fait qu'en fait, l'eau fait un chemin sous le béton, fait que la terre sous le béton s'affaisse et ensuite les bétons suivent le même mouvement que l'eau et que la terre. Ça, vous avez compris. Donc je vous ai mis 2-3 images. On a dû faire des grosses creuses sur plusieurs jours, sur 2 jours en tout cas, pour retrouver toutes les fuites. On a eu un petit souci, on a également tiré un tuyau qui partait à une autre halle, qui n'avait pas forcément besoin d'être démonté. Puis en même temps on n'a pas de plan, donc c'était compliqué de trouver les anciens tuyaux. Donc vous avez bien vu, tout a été ouvert. On a décidé de poser des nouveaux tuyaux, ce qui était obligatoire. Je voulais vous faire une vidéo sur les bétons. Je ne l'ai pas faite. Je pense que j'ai bien fait parce qu'il y a eu tellement de pluie que c'était pas beau. Excusez-moi pour la longue explication. C'était pas forcément voulu de faire ça comme ça, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait la semaine qui suivait les maïs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu voir la mise en place des maïs, autant la préparation des sols jusqu'au semis, et que vous aurez eu plaisir que je vous partage quand même un petit peu nos aventures avec les bétons. N'oublie pas de t'abonner, laisse un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans une de mes vidéos. Allez, ciao!